Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment ça se fait que tu as autant de difficultés d'aligner tes comportements alimentaires avec tes objectifs? Moi aussi. Puis aujourd'hui, j'ai envie d'explorer cette question-là avec toi. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Dr. Alain Lalou, qui est médecin de famille et certifié en gestion de l'obésité. Donc bienvenue, Dr. Lalou. Merci, merci pour l'invitation, Amélie. Je suis super contente que tu m'invites. Puis j'écoute ton podcast depuis super longtemps, fait que ça me fait tellement plaisir de pouvoir y participer moi-même. Ah, merci tellement. Écoute, c'est un immense plaisir de t'avoir avec moi parce que c'est un sujet qui revient quand les gens m'écrivent par courriel ou quand je travaille avec plusieurs de mes clients, les comportements alimentaires. On sait que chez les TDAH, quelque chose qui est difficile. On sait que c'est documenté, en fait, que nos habitudes de vie ont tendance à être moins bonnes que la population et les comportements alimentaires en font partie parce que ça peut Absolument. amener des problèmes exactement comme des problèmes de santé, entre autres l'obésité, mais on peut aussi avoir toutes sortes de problèmes de santé dus à nos comportements alimentaires. Puis en fait, j'avais envie d'explorer ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Ben, écoute, ça tombe bien parce que c'est un de mes sujets préférés, un de mes sujets de prédilection. Comme tu as mentionné, je suis un médecin de famille, donc je fais de la médecine générale, je m'occupe de personnes de tout âge, des enfants, des adultes. Je suis quelqu'un qui vit moi-même avec un TDAH, donc c'est un sujet qui m'est très familier sur un plan de vue super personnel. Mais j'ai aussi une grosse clientèle en santé mentale, donc tout ce qui est enjeu TDAH dans la population générale, c'est quelque chose avec laquelle je travaille souvent. Tu sais, j'ai une grosse clientèle, disons, qui, autant chez les enfants que chez les adultes avec un TDAH, je sais que ton podcast est destiné à une population adulte et c'est sur ça qu'on va se pencher aujourd'hui. Et évidemment, je fais aussi de la médecine de l'obésité, puis il y a une énorme intersection entre les enjeux du TDAH et les enjeux alimentaires, les enjeux de surpoids. Donc, tu sais, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on a un TDAH, puis tu es très bien placé pour le savoir, tu sais, j'ai écouté tes podcasts, puis tu parles beaucoup de ça, on a énormément de difficultés à réguler. Et on a de la Exact. difficulté à réguler plusieurs choses, réguler nos émotions, réguler notre attention, mais aussi réguler certains de nos comportements. Mhm. Et ça amène à de l'impulsivité. Ça peut se manifester dans différentes sphères de vie. Puis l'impulsivité, quand on parle d'alimentation, ben, ça va être de l'impulsivité alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cerveau à moi, quand il voit une nourriture quelconque et que ça lui incite un espèce de boost de dopamine dans le cerveau parce que c'est soit un aliment que la personne aimerait manger, qu'elle a déjà mangé puis qui a eu du plaisir, ou que c'est un aliment qui l'aide à avoir de la dopamine, qui l'aide à se concentrer, ben le cerveau a un craving, veut cet aliment. Et parce qu'on a de la difficulté à réguler notre inhibition, donc notre capacité de dire, ben non, c'est pas le bon moment, ou non, c'est pas nécessaire, j'ai pas faim, ou non, tu sais, j'ai déjà mangé, puis ça serait de trop, ou tu sais, c'est pas vraiment aligné avec mes objectifs, c'est pas aligné avec mes besoins énergétiques, etc. Ben la personne va vraiment aller de l'avant puis manger cet aliment. Donc il y a ce geste-là qui va être posé, puis l'impulsivité va continuer dans le geste, dans le Mhm. sens où si on aime l'aliment, on va avoir de la difficulté à se contenir dans la quantité qu'on va manger. Donc, la personne va commencer à manger un aliment. Tu sais, on peut prendre l'exemple d'une boîte de biscuits, d'une boîte de chocolat, d'un sac de chips. Hein. Ça, c'est vraiment des choses qui arrivent très communément. Puis les gens m'en parlent en clinique de gestion de poids. Puis les gens vont dire, ah, ben ça me tente, je vais juste en prendre un peu. Puis une fois qu'on a commencé la difficulté à inhiber le comportement, on va faire en sorte qu'on commence le sac de chips, puis on finit le sac de chips. Puis, ce qui arrive par la suite, puis je sais pas si c'est un exemple qui te parle, c'est que on va le faire assez rapidement. On va le faire et quand on finit le sac de chips, quand on est au fond puis qu'il n'y en a plus, c'est à ce moment-là que notre cerveau allume en disant Oh my God, mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? C'est comme si tout cet événement s'est passé tellement rapidement que pendant que c'est là, on n'est pas tout à fait conscient de ce qu'on fait. Et là, ce qui Mhm. va embarquer, ben, c'est les pensées qu'on a encore de la difficulté à contrôler, la rumination qui arrive par la suite. C'est, je peux pas croire que j'ai mangé ça, je m'étais dit que j'étais pas pour le manger, maintenant que j'ai mangé, qu'est-ce que je vais faire? Et je suis tellement déçue de moi-même.
Et là, ce qui arrive, c'est qu'on embarque dans ces pensées qui vont générer des émotions, encore là, négatives. Et les Mhm. TDAH ont de la difficulté à réguler les émotions. Fait que, au lieu que ça soit un peu négatif puis qu'on passe à autre chose, boum, ça prend une ampleur extraordinaire. Là, les émotions, on les a à fleur de peau. Et comme on a besoin d'apaisement, ben, on va aller encore chercher un autre aliment qui va nous aider à nous apaiser. Et donc, on va peut-être passer en disant, ben, tant qu'à faire, j'ai fini le sac de chips, je pourrais passer à la boîte de biscuits qui est pas très loin. Et ça, c'est vraiment un phénomène d'autorégulation des émotions, étant donné qu'on a de la difficulté à réguler nos émotions de manière, je dirais, avec des outils de régulation émotionnelle, ben, on va vraiment avoir recours à l'alimentation pour le faire. Donc, difficulté d'impulsivité, difficulté de la Mhm. régulation de l'inhibition, difficulté de la régulation des émotions. Quand on met les trois ensemble, eh ben, ça va nous amener à avoir ce type de comportement de manière assez fréquente. Fait que je ne sais pas si toi, c'est ça que tu entends de la part de tes clients, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'entends de la part de mes patients. Oh, ben, en fait, oui, ça rejoint ce que j'entends de la part de mes clients. En fait, ça rejoint mon histoire personnelle aussi. Tu sais, c'est pas. Ma, j'ai toujours été curieuse par rapport à l'alimentation. Moi, j'ai fait un bac en kinésiologie, donc l'entraînement, la santé a toujours été très importante pour moi. Mon conjoint est médecin, donc, tu sais, ça fait partie de nos valeurs. Puis en même temps, je me suis tout le temps sentie très désalignée parce que ma gestion du poids a été complexe dans ma vie et j'ai porté beaucoup de comportements comme ça parce que surtout le domaine dans lequel j'étais avant, c'est extrêmement valorisé d'avoir une discipline alimentaire très, très, très Strict. restrictive, très stricte, et non, exactement. Puis on interprète l'apparence physique de la personne comme étant une preuve qu'elle est en santé, donc une preuve qu'elle est compétente, ce qui est absolument pas vrai, Mhm. mais c'est très véhiculé, puis ça l'est encore, moi je le vois encore dans les réseaux sociaux, à quel point c'est véhiculé, puis je me suis toujours sentie mal de dire, mais pourquoi moi j'y arrive pas, tu sais, pourquoi moi je suis pas capable, puis là, on rentre dans, ben, c'est parce que ça doit être que je le veux pas assez, c'est parce que je suis pas, tu sais, je suis pas assez bonne, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Alors que dans la réalité, d'avoir ce que ton explication, ça aide à dédramatiser un peu la situation, de se dire, OK, ben, c'est pas entièrement, C'est c'est pas un pas, manque de volonté, c'est pas un manque c'est, de discipline. C'est pas un manque de connaissances, c'est pas un manque de volonté, puis ça n'est pas un manque de discipline. C'est vraiment biochimique, c'est vraiment neurobiologique. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est si on retourne à la neurobiologie du cerveau, puis peut-être que ça va sembler complexe, mais je vais regarder ça super, super simple. Nous, dans notre système, on a notre petit cerveau reptilien qui est le cerveau qu'on a en commun avec tous les animaux et qui, lui, dans la vie, veut vraiment nous faire du bien, veut nous protéger des dangers, veut éviter les catastrophes et veut vraiment assurer notre survie. Puis ensuite, on a notre espèce de partie de notre cerveau qui, lui, prévoit le futur, puis qui pense à toutes les conséquences, etc. On appelle ça le cortex préfrontal. Puis la majorité des animaux l'ont pas vraiment et vivent le moment présent. Ben, disons que quand on a un TDAH, on est beaucoup, beaucoup dans notre cerveau reptilien, on est beaucoup dans l'instant présent et on n'est pas très souvent dans les conséquences futures. On y pense, on voudrait, mais quand on est en pleine action, c'est beaucoup notre cerveau qui agit dans l'instant présent, dans le here and now. Puis quand je vois cet aliment et que je sais qu'il va me faire du bien puis qu'il va Mhm. assurer ma survie, ça veut dire que je vais manger, j'ai plus de chances de survivre, mais mon cortex préfrontal, il a beau savoir que ben, c'est pas aligné avec mes objectifs de poids, c'est pas aligné avec mes objectifs de santé. Il est pas assez puissant pour inhiber le tout puis de dire, ben oui, je comprends que tu as vraiment envie de manger ça, mais c'est pas nécessairement une bonne idée pour toi. Fait que la partie où il y a les connaissances, la volonté, la discipline, elle est là, mais c'est comme si elle était un peu déconnectée de ce que nous, on fait quand on rentre en action. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très commun. Puis la chose qu'on va faire avec un TDAH aussi, donc on va peut-être manger des aliments plus pour avoir du plaisir ou pour avoir de la récompense ou pour avoir, disons, de la dopamine, pour avoir de l'apaisement, que pour vraiment
aller chercher de l'énergie qu'on a besoin. Puis ces aliments-là, particulièrement, c'est des aliments qui sont très riches en sucre, très riches en gras et des fois qui ont du croquant ou du sel. J'appelle ça le bingo de dopamine. C'est quand il y a un aliment qui a ces trois choses alignées. C'est comme une explosion dans le cerveau. Puis là, tout à coup, ben, une fois qu'on est dans cet état, on veut continuer. On veut pas arrêter cet aliment-là. Et donc, c'est vraiment neurobiologique. C'est comme ça que le cerveau est connecté. Et ces aliments-là, malheureusement, ben, les conséquences à long terme, si on les mange fréquemment ou en grande quantité, ben, c'est qu'ils vont amener le surpoids, ils vont amener le Mhm. diabète. Puis, ils sont aussi très addictogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ouais. le cerveau se rappelle que cet aliment va tellement nous donner de dopamine qu'il veut en avoir plus. À chaque fois qu'il en voit, il y pense, même quand il n'en voit pas. Et donc, cet espace mental va être vraiment très occupé par ce type d'aliment-là. Les gens vont me dire, j'ai des cravings, je suis au bureau, je travaille, je suis en train de penser, oh my God, ça serait cool de descendre à la cafétéria et de me chercher un muffin. Et même s'ils essaient de se concentrer, c'est vraiment cette pensée-là qui est en mode rumination dans la tête et ça ne se calme que quand la personne descend puis prend un muffin à la cafétéria. Donc, ça peut occuper énormément de notre espace mental. Et encore là, c'est un phénomène neurobiologique qui allie les difficultés d'inhibition puis le côté un peu trouble du lâche de substance ou addiction auquel malheureusement les personnes avec un TDAH sont beaucoup plus à risque. Ouais. C'est fou pareil, hein, parce que ça démontre à quel point c'est un exercice qui est exigeant. Tu sais, le fait que maintenant c'est disponible, tu sais, tu parlais du muffin à la cafétéria, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'il y ait de cafétéria, mais tu sais, le fait que c'est disponible fait en sorte que c'est, on est constamment dans cette espèce d'exercice-là, de contrôle-là, de régulation-là. Puis en plus, si on vit dans un environnement où si on vit des choses qui sont qui viennent nous challenger d'un point de vue émotionnel, c'est tellement facile, entre guillemets, d'aller régler, d'aller gérer l'inconfort avec un aliment qui satisfait, en fait, sur le moment, là. C'est tellement normal et naturel de le faire. La Exactement. chose, c'est que des fois, je reflète à mes patients que depuis qu'on est bébé, là, c'est une petite blague que je fais. Je suis nouvellement grand-tante. Mon neveu a eu un bébé, là. Je suis toute contente. Puis, tu sais, je regardais des mimes sur Internet où il y avait un bébé qui pleurait, puis sa maman lui donne le sein ou donne le biberon, lui donne du lait, puis il était comme, elle a rien compris, c'est mon orteil qui pique, puis elle me donne du lait. Tu sais, et moi, Oui. j'ai trouvé ce mime super intéressant parce que très jeune, dès qu'on voit qu'un bébé ou un enfant a un inconfort, la première chose qu'on va vouloir lui donner, ben, c'est vraiment du lait ou le sein ou le biberon. Ça va être ça la première chose, le réconfort. Puis nous, on le sait que notre cerveau, il s'entraîne avec la répétition puis avec les associations. Fait que si à chaque fois on était inconfortable depuis qu'on était super jeune, n'importe quel type d'inconfort, ça soit la faim, mais aussi les autres types d'inconfort, et qu'on est irritable, puis qu'on nous a soit consolé avec de la nourriture ou qu'on nous a récompensé avec de la nourriture, ben, naturellement, ces neurones-là, ces chemins-là se répètent et se répètent et se répètent. Et c'est vraiment ces comportements qui vont être favorisés quand on est ado, quand on est adulte, au fond de toute notre vie. Si on n'a pas développé d'autres outils à la place, ben on va toujours retomber sur les mêmes outils qui ont déjà fait leur preuve dans le passé. Si depuis que t'es bébé, ça a fait sa preuve, ben, il n'y a rien qui t'incite à chercher des outils différents, à moins que maintenant tu réalises, ben, cet outil-là, il m'a aidé, mais il a aussi des conséquences négatives. Je vais changer d'outil. Il a été utile, mais là, il n'est plus utile. Il me cause du trouble. Il faut que je trouve d'autres solutions. Puis c'est là qu'on va, nous, travailler en médecine d'obésité, de reconnaître les patterns, puis essayer de trouver des outils qui sont différents. Puis, t'as raison, tu sais, Amélie, quand tu dis on vit dans un monde là, où l'industrie agroalimentaire a tellement mis de sous à nous rendre dépendants de la malbouffe, des aliments transformés. Partout où tu vas, dans les rues, il y a des pubs avec de la bouffe. À la télé, tu es en train de regarder une émission, la pub, c'est de la bouffe, puis c'est de la malbouffe, de l'alimentation ultra transformée. Tu es sur ton cellulaire, puis il y a des pubs de ça, il n'y a que ça qui nous entoure. Et il faut réaliser qu'à chaque fois qu'on voit ça, notre cerveau doit faire
l'effort conscient d'inhiber la volonté d'aller manger. Et donc, si toi, ta banque, hein, ta réserve d'inhibition, elle n'est pas super grande parce que tu as un TDAH, puis que tu dépenses beaucoup d'énergie à inhiber tous ces signaux-là, ben, à la fin, ta journée, puis c'est là que la majorité des gens ont de la difficulté. C'est en fin de journée, c'est en regardant la télé là, en soirée ou en rentrant du travail quand tu as déjà dépensé toute ta réserve d'inhibition d'énergie. Ben, c'est là qu'on a beaucoup de comportements de débordement alimentaire. Fait que Ouais. c'est quelque chose qu'on voit, c'est très typiquement retour du travail. Des fois, dans l'auto, les gens grignotent. En préparant le souper, ils grignotent. Après le souper, ils grignotent. Puis c'est juste parce que leur capacité d'inhibition est très diminuée à ce moment-là. Puis leur espèce de fatigue, le besoin de remonter la pente est plus important. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on tombe dans le sac de chips. Ouais, puis tu sais, tu sais, je pense que c'est important dans ce que tu dis, qui est de dire, tu sais, c'est pas de notre faute. Oui, dans un, entre guillemets, on est, tu sais, on a une responsabilité par rapport au comportement qu'on peut changer, mais à la base, c'est pas notre faute. Tu sais, on est dans un environnement où on vient surtaxer ce système-là. Et en plus, ben, tu sais, si tu travailles pas à la maison, tu as du transport, il y a du stress associé à ça, il y a du stress associé à la gestion de la vie familiale le soir, la charge mentale qui est là. S'il y a des enfants, ben, tu sais, veut pas, il faut s'en occuper, tout le kit. Puis ça nous amène à être complètement épuisés, à avoir aucune réserve. Là. Moi, je compare vraiment ça souvent à un petit seau avec des petits papiers, puis qu'à force de taxer, il n'y a plus rien, mais il ne se remplit pas ça là, à la fin de la journée. Il va se remplir juste demain matin après une nuit de sommeil. Puis si, tu sais, moi, en fait, ce que j'ai observé, c'est que elle me fait, parce que quand j'ai commencé comme jeune coach, la stratégie que je disais aux gens, c'était juste, ben, ayez-en pas dans la maison. Puis ce que j'ai observé, c'est que mon propre mari cherche des occasions de sortir de la maison pour aller en chercher. Tu sais? Mais Fait que je me disais, il y a plusieurs stratégies. Puis une des stratégies, c'est celle que tu as nommée, ça a un nom, ça s'appelle le contrôle de l'environnement. Le contrôle de oui, l'environnement, c'est vraiment ben, tout ce qui te titille les yeux, puis qui te titille l'esprit, puis qui te donne tu sais, la difficulté. Puis spécifiquement, ça peut être certains aliments spécifiques. Tu sais, on peut parler des dépendances alimentaires, puis des aliments, ce qu'on appelle en anglais des trigger foods. Par exemple, moi, le trigger food, c'est du chocolat. Si j'en ai à la maison, mon cerveau le sait, il va constamment y penser, puis il va toujours être, on le mange quand? Est-ce qu'on va le manger? Est-ce qu'on ne devrait pas le manger? Veux-tu vraiment le manger? Ça prend beaucoup d'espace mental, puis à chaque fois, pour supprimer cette oui. espèce de pensée, ça prend de l'énergie. Donc, les trigger foods, si on veut les avoir à la maison, il faut pas qu'ils soient sur le comptoir. Il faut qu'ils soient fermés quelque part et que on les ait pas à vue d'œil. Puis la suggestion, c'est vraiment pas de tomber dans l'espèce de ce que j'appelle la restriction mentale. La restriction mentale, c'est de dire cet aliment, je dois jamais, jamais, jamais le manger. Pourquoi? Parce que quand on Mhm. rentre dans un mode restriction, tu sais, ça va créer au contraire comme une espèce d'obsession. Donc, on voit beaucoup ça dans la grande restriction va s'accompagner de binge par la suite. On voit beaucoup ça dans la boulimie. Mais la restriction mentale, ça va vraiment créer comme une espèce d'obsession. Puis finalement, les gens se mettent en échec parce qu'ils vont consommer. Alors, je dis, s'il y a vraiment un trigger food, l'une des solutions, c'est vraiment de le consommer dans des toutes petites quantités. Donc, t'aimes vraiment les Mhm. chips, puis ton cerveau va aller juste au fond du sac de chips. Ben, achète-toi le sac de chips le plus petit qui existe. Les gens, des fois, disent, mais ça n'a pas de sens, ça coûte beaucoup plus cher, on s'en fout de l'argent parce que cet argent-là, tu le dépenses pas sur la bouffe, tu vas le dépenser sur des médicaments plus tard dans ta vie. C'est aujourd'hui, on va aller chercher les sacs de chips les plus petits, puis idéalement, toujours les manger avec quelqu'un, donc d'être en compagnie de quelqu'un. On a beaucoup plus de perte de contrôle quand on est tout seul à essayer de s'auto-inhiber. Quand on a des personnes autour de nous, l'inhibition se vient de l'extérieur. Donc,
et idéalement aussi de pouvoir le manger à l'extérieur de la maison. Je donne un exemple, t'aimes la crème glacée, achète pas le gros pot de crème glacée d'un gallon puis garde-le pas dans ton congélateur. Achète de la crème glacée pour une occasion spéciale quand tu vas, je sais pas, à la fête à l'extérieur avec tes enfants puis ton conjoint puis tu prends un plus petit cornet. Fait que dans ton esprit, t'es pas en train de te restreindre. Tu manges quand même de la crème glacée, mais t'as pas besoin de t'inhiber pour pas passer à travers tout le gros pot de crème glacée. Donc, l'idée, c'est de le faire. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui ont vraiment des addictions alimentaires. Moi, je ne suis pas une spécialiste des addictions alimentaires. Il y a des médecins au Québec qui le font et ailleurs au Canada qui disent, ben, il faut vraiment prôner, si on a une addiction alimentaire, de vraiment faire une abstinence complète, comme par exemple si quelqu'un a un trouble d'usage d'alcool, donc de complètement éliminer l'aliment. Puis c'est quelque chose qui a été démontré qui fonctionne, mais si on n'a pas vraiment un trouble aussi sévère que ça, on peut consommer en petite quantité à l'extérieur, toujours accompagné dans un environnement où l'expérience est positive. On mange pas en cachette, on mange pas dans la honte, on mange pas dans la culpabilité, on essaye de manger en ayant du plaisir et des petites quantités. Ça, c'est vraiment une des stratégies. Mais ça m'amène à vraiment souligner quelque chose, Amélie, puis peut-être que j'aurais dû en parler plus tôt. C'est la différence entre les comportements alimentaires nuisibles, qui sont juste des comportements alimentaires qui sont pas le fun, qui nous nuisent dans notre vie, versus les troubles alimentaires, qui sont deux Oui, choses un peu distinctes. Les personnes vivant avec un TDAH sont à risque des deux, donc des deux types de problèmes. On sait que les OK. personnes avec un TDAH sont 3 à 4 fois plus à risque d'avoir des troubles alimentaires que la population générale. Et on sait que les gens qui ont un trouble alimentaire sont 2 à 3 fois plus à risque d'avoir un TDAH que la population générale. Fait que ça va dans les deux sens. C'est Advenant que énorme. toi, ouais, c'est énorme comparativement à des personnes neurotypiques, disons. Fait Oui, que, oui, non, c'est énorme. ouais, ouais, on est dans l'ordre du 30%. Donc, de vraiment 30% des gens qui ont un TDAH ont des comportements alimentaires nuisibles ou un trouble de comportement alimentaire. Donc, une personne sur trois. Moi, chez moi à la clinique, tous mes patients qui viennent en surpoids, je dépiste les troubles alimentaires, mais je dépiste aussi le TDAH chez tous mes patients parce que souvent, ben, l'obésité va être la conséquence d'un TDAH non diagnostiqué à l'enfance et qu'on découvre tardivement à l'âge adulte. Mais retournons au trouble alimentaire. Fait le trouble alimentaire, c'est quelque chose d'assez grave, d'assez sévère, qui nécessite des soins avec des professionnels de la santé, soit un médecin ou un psychologue spécialisé. Puis les troubles alimentaires, c'est quoi? On va chez les personnes avec un TDAH, les deux plus communs, c'est vraiment ce qu'on appelle l'hyperphagie ou le syndrome d'hyperphagie simple. L'hyperphagie, c'est quand on a des épisodes où on va manger des grandes quantités de nourriture, pas un seul aliment, des fois plusieurs aliments, en une courte période de temps, souvent avec un sentiment de perte de contrôle ou un OK. sentiment de vide intérieur. On mange pour remplir un vide. Des fois, les gens vont aussi décrire qu'ils se sentent déconnectés de la réalité, un peu comme en dissociation. Tu sais, des fois, les gens disent, je mange, puis je réalise pas que je suis en train de manger autant. Et ils vont s'arrêter au moment où leur corps va dire c'est assez. Ça veut dire qu'ils ont trop mangé, ils ont mal, ou ils ont un grand sentiment de honte ou de culpabilité. Puis souvent, ces OK. épisodes vont se faire de manière secrète, donc à l'écart des gens. Cette perte de contrôle va se faire sans personne autour. Et OK. c'est quand même surprenant euh, de voir le nombre de personnes qui vivent avec ça et qui le gardent secret parce qu'il y a une énorme honte autour de ça. Les gens ont le sentiment d'être horribles à faire ça. Et quand on Mm. parle de trouble, c'est que ça doit arriver assez fréquemment et de manière récurrente. Si ça arrive une seule fois, on n'appelle pas ça un trouble, mais si ça arrive de manière régulière dans les derniers mois, dans les dernières années, ça vaut la peine de consulter parce qu'il y a des traitements qu'on peut offrir pour aider les gens qui vivent avec cette condition-là. Euh, je n'entrerai peut-être pas dans le détail des traitements, mais il y a des antidépresseurs, justement des psychostimulants qu'on peut utiliser. Ensuite, le deuxième trouble alimentaire, qui ressemble à l'hyperphagie, mais qui est plus complexe, c'est ce qu'on appelle la boulimie. La boulimie, c'est des OK. comportements hyperphagiques, mais les gens vont ensuite rentrer dans ce qu'on
dans des comportements qu'on appelle compensatoires. Ça veut dire qu'ils vont compenser, ils vont essayer d'éliminer ce qu'ils ont mangé, soit en faisant vomir, soit en prenant des laxatifs, des diurétiques, parce qu'ils ne veulent pas prendre le poids associé avec les aliments qu'ils ont consommés. Et OK. donc, cela aussi, c'est vraiment un trouble du comportement alimentaire. C'est quelque chose de sérieux. On peut pas juste gérer ça en le gardant caché. Faut être Mmh. ouvert à en parler avec son médecin. Il y a des cliniques spécialisées avec des psychologues, des équipes interdisciplinaires. Donc ça mérite la peine d'être connu, puis d'être nommé, Oui, puis surtout d'être pris en charge. Donc ça, c'est les troubles alimentaires. Ensuite, c'est tout ce qu'on appelle les comportements alimentaires nuisibles. C'est quoi? oui. Ben, c'est, manger beaucoup plus vite, manger des choses quand on n'avait pas l'intention de les manger, manger, grignoter tout au long de la journée. Puis ça, on voit beaucoup, beaucoup ça avec le TDAH. Encore là, parce que des fois, quand on a de la difficulté à nous concentrer, des difficultés à maintenir une tâche, on va aller chercher cette espèce de dopamine en grignotant. Ça va vraiment stimuler notre cerveau, puis ça va nous donner, hem, cette capacité à rester sur la tâche. On va voir aussi des comportements comme manger tard en soirée pour justement à cause des problèmes, d'inhibition, tu sais, on appelle ça la fatigue décisionnelle de fin de journée. Les gens vont aussi faire beaucoup de ce que j'appelle double tasking. Ça veut dire Mmh. manger en regardant la télé, manger en faisant leur courriel, manger en faisant les devoirs avec les enfants. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait 2 choses en même temps, notre cerveau va enregistrer la tâche qui a besoin de plus d'attention, qui est souvent, ben, regarder la télé ou regarder notre téléphone, faire les devoirs et n'enregistre pas le comportement alimentaire comme étant quelque chose qui est rassasiante, qui est une source d'alimentation. Mmh. Donc on finit par outre-manger à cause de ça. Ah, c'est intéressant parce qu'en fait, tu sais, je trouve ça intéressant que tu aies fait la distinction vraiment entre les troubles alimentaires qui nécessitent l'aide d'un professionnel. Puis si il y a un auditeur, une personne qui écoute en ce moment puis qui se reconnaît là-dessus, là, je t'encourage vraiment à aller chercher de l'aide parce que ça va aider beaucoup à libérer la souffrance, mais à gérer la souffrance associée à ce type de trouble-là. Moi, ce que je vois dans ma pratique, puis c'est beaucoup plus des comportements nuisibles que tu appelles ça, je pense, des comportements nuisibles au niveau de l'alimentation. Puis c'est quelque chose que je vois souvent. Tu sais, comment est-ce que je peux arrêter de faire ça? Ou, tu sais, comment est-ce que je peux arrêter de manger un sac de chips à tous les soirs? Comment est-ce que je peux arrêter de, tu sais, de manger tel aliment? Ou tu sais, moi, une des choses que je fais personnellement, c'est que je mange extrêmement vite. Je mange vraiment très, très rapidement. Et je sais que ça m'amène, tu sais, à. Je m'en rends même pas compte. Je mange super vite. Je sais pas même pas pourquoi. J'ai toujours mangé Ben, extrêmement rapidement. fait que le manger très vite, il y a, j'allais dire, une composante qu'on pourrait regarder de manière anthropologique. Tu sais, dans les anciens temps, si tu devais Oui, chasser et manger avant de te faire attaquer, il fallait manger vite pour assurer tout ta à fait. sécurité. Mais on n'est plus là. Non? On n'est plus là. Fait que souvent, quand on est dans un état de stress et que notre système nerveux est suractivé, notre cerveau est dans un état de stress. Il va toujours vouloir manger très vite, tout faire rapidement, comme si on était sur le point de vue d'être attaqué. Un peu l'image que je te donne. Par contre, le manger vite, ça fait partie de l'hyperactivité physique. Hein? Quand les gens sont hyperactifs, ils ont besoin de tout faire rapidement. Hein? Les gestes sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus brusques. On prend pas le temps. On fait les choses dans un état d'hyperactivité. Ça fait partie de ça. Euh, la stratégie pour manger plus lentement, c'est d'abord, je dis toujours, ben, les stratégies en général commencent par l'auto-observation. Puis l'auto-observation, dans l'autocompassion. Ça, c'est super important. Je sais, les gens TDAH sont généralement ont une critique intérieure très sévère. On est perfectionniste. On veut vraiment bien faire. Puis quand on fait pas bien, on est difficile avec nous-mêmes. Fait que une bonne dose d'autocompassion quand on s'auto-observe. De dire, ben, écoute, je vais juste mettre un timer, puis je vais regarder. Ça me prend combien de temps pour finir une assiette? Ça me prend combien de temps, pas pour me juger, mais juste pour observer. Puis là, disons que, ben, peut-être que si je finis une assiette en 3 minutes, je vais me challenger un peu de manière ludique. Puis je vais dire, ben, la prochaine semaine, je vais doubler mon temps. Je vais manger en 6 minutes.
Puis je peux faire ça comment? Ben, en ne faisant rien d'autre. Je regarde pas la télé, je fais pas autre chose, je me concentre sur mon assiette, je mange avec ce qu'on appelle pleine conscience. Donc, j'utilise tous mes sens quand je mange, j'observe ma nourriture, je mastique lentement, je bois un peu d'eau pendant que je mastique pour que ben, toutes mes enzymes se dissolvent bien dans tout ça. Je pose ma fourchette et je respire quand je mange. Hein. On n'est pas en apnée. Des fois, Non? on n'est pas en apnée. On mange vite et on est en apnée. Des fois, les gens oublient de respirer à travers tout ça. Je dis ça en blaguant, mais presque, là. Fait que, on peut challenger, puis... Hein? Des fois, je te dirais que des fois, c'est presque ça. Je me dis, à la vitesse que j'ai réussi à avaler mon assiette, je dois pas avoir respiré beaucoup là-dedans. Fait que la pleine conscience alimentaire, fait que d'abord, on s'observe. Ensuite, on se fait un mini challenge. Comme je t'ai expliqué, le challenge de doubler mon temps. Fait que pendant 2 semaines, je peux manger en 6 minutes. Puis après ça, je me dis, je peux faire un deuxième challenge qui va être de manger en 12 minutes. Puis on peut comme ça, l'idéal, c'est de manger autour de 15 à 20 minutes. Ça prend vraiment OK. 15 à 20 minutes pour que notre estomac commence à se vider, puis que nos intestins reçoivent les aliments, puis que les hormones de la satiété commencent à activer notre cerveau. Fait que quand on mange très vite, on n'a pas eu le on donne pas le temps à notre estomac, à nos intestins d'enregistrer la satiété. Fait qu'on bypasse nos signaux de satiété à ce moment-là. L'important, c'est vraiment de manger puis d'observer avec tous les sens, notre odorat, notre bouffe. Oh, mon, désolée, Il n'y a pas de problème. mon, ça a tombé, je sais pas, j'espère que ça n'a pas raccroché le son, non? Non, non, ça va, on t'entend toujours. Super. Et donc, on fait ça lentement, on utilise tous nos sens, puis on dépose la fourchette, on respire, on boit. Ça nous permet de prendre plus de temps. L'autre chose, l'autre comportement nuisible qu'on voit chez mes patients TDAH, chez des clients, c'est de grignoter toute la journée. Ça, c'est vraiment Hmm. le manque de dopamine. On va aller chercher de la distraction, puis on va aller chercher de la petite dopamine pour garder, stay on task, pour rester sur la tâche. Alors là, ce que je recommande habituellement, c'est de se lever, de danser sur Oui, place, marcher sur oui, place, écouter de la musique pendant quelques secondes, aller boire un verre d'eau, se laver le visage avec de l'eau froide, n'importe quoi qui va créer une pause, une distraction sans que ça soit une pause alimentaire. Si on est oui. quelqu'un qui se stimule beaucoup par la bouche, ben on peut boire un verre d'eau, se préparer une tisane. Ça n'a pas besoin d'être des aliments en tant que tels. Donc ça, c'est pour essayer d'éviter le grignotage. L'autre chose qui peut arriver, ça arrive beaucoup chez les patients qui travaillent à la maison, l'ennui. Quand tu t'ennuies, tu es là, puis tu manques d'inspiration, puis tu t'ennuies, ton cerveau a besoin de distraction, puis tu peux te lever, puis aller dans le frigo, dans le garde-manger. Ça arrive très, très fréquemment. Ben, c'est quoi qu'on fait pour contrer ça? On se pose toujours la question, quand j'ouvre le frigo ou quand j'ouvre le garde-manger, est-ce que j'ai faim? J'ai faim où dans mon Oui. corps? J'ai faim où? Est-ce que c'est mon estomac qui a faim? Est-ce que c'est mon cerveau qui a faim? C'est mes yeux qui ont faim? Est-ce que je m'ennuie? Si je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire? Donc, est-ce que je peux appeler quelqu'un? Est-ce que je peux écouter de la musique? Est-ce que je peux prendre une mini-marche? Il y a plein de breaks qu'on peut prendre dans ce contexte-là. Et c'est rare que on a vraiment, vraiment faim à 10 heures du matin. C'est vraiment juste notre dopamine commence à baisser, Tout à fait. tu sais, la journée n'est plus nouvelle, on est dans la tâche, ça commence à devenir un peu ennuyant, puis notre cerveau qui veut se désennuyer. Donc, il faut Tout à juste fait. appeler ça ce que c'est, puis répondre aux besoins plutôt que tu sais, comme le bébé là qui avait son petit orteil qui piquait, puis sa maman lui donnait du lait. Fait que nous, si on se désennuie, c'est pas la nourriture qui va nous désennuyer, c'est autre chose. On va se trouver autre chose pour se désennuyer. Euh, L'autre comportement que je dirais qui est très, très fréquent, c'est le grignotage en fin de journée, en soirée. Oui. Hem, Ça, c'est très, très commun. Puis souvent, ça peut être un manque de protéines dans le souper, là. Tu sais, ça peut être vraiment quelque chose de Mhm. très biologique. J'ai pas assez mangé, mon corps a besoin de plus. Mais souvent, ça arrive avec le bedtime procrastination, quand on procrastine pour aller se coucher. Oui. On est Oui. fatigué et là, Oui. notre cerveau dit, ben, regarde là, t'es fatigué, va chercher de la nourriture, c'est comme un pick-me-up, là. Donne-moi un peu Oui. d'énergie parce que je veux étirer ma journée. Je veux étirer ma journée. Donc,
L'idée, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment faim ou je suis vraiment fatiguée puis j'aurais besoin de me coucher? La réponse est souvent, je suis fatiguée, j'ai besoin de me coucher, je dois Oui. mettre mon téléphone de côté ou, tu sais, éteindre Netflix puis aller me coucher. J'ai pas besoin de plus d'énergie alimentaire, j'ai besoin de plus de repos et de sommeil. Donc ça, c'est vraiment un des outils que je recommande aussi, c'est de s'auto-observer en fin de journée puis d'essayer d'identifier le besoin. Mais en fait, ce que je comprends, je pense qu'on a un peu la même approche qui est d'essayer de comprendre, d'essayer de s'observer puis de comprendre, dans le fond, comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver. Moi, une des choses que j'ai remarqué, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais moi, je suis quelqu'un qui. J'ai besoin d'avoir une réponse claire sur quand est-ce que quelque chose va se passer. Si j'ai pas de réponse claire, c'est comme si mon cerveau allait générer la question à l'infini. Fait que là, si je prends l'exemple de ton chocolat, moi aussi, j'aime beaucoup le chocolat, particulièrement celui qui répond à tes trois critères. Donc, le chocolat à la fleur de sel. Fait que, tu sais, c'est gras, sucre et sel. Mais en Et fait, je me croquant un posais peu, ouais. et croquant, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Donc, ce que ça faisait, c'est que j'ai observé que mon problème par rapport au chocolat, c'était pas nécessairement, c'est que, en fait, j'ai observé que si j'ai pas la réponse de quand est-ce que je vais le manger, je me pose sans arrêt la question. Puis si j'ai pas la réponse, encore une fois, non seulement je me la pose sans arrêt, mais en fait, c'est que la réalité, c'est que mon cerveau ne génère pas la sensation d'en avoir eu assez. Même si j'en mange un morceau pour le dîner, dans 1 heure, je vais avoir encore envie d'en manger un autre. Dans 2 heures, je vais avoir encore envie d'en manger un autre. Puis, tu sais, ça va continuer comme ça. Puis, en plus, souvent, je l'oublie si je l'ai mangé ou pas. Sincèrement, je m'en souviens pas. Fait que j'ai développé, moi, la stratégie vraiment d'avoir une réponse très claire. Donc, je sais que je mange un carré de chocolat le midi après mon repas. Puis, c'est le seul moment où je mange du chocolat. Donc, je le sais que j'ai ce moment-là dans ma journée où j'ai droit à un carré. Là, ils sont déjà prédéfinis les grosseurs. Là, fait que. Puis pour moi, ça m'a aidé beaucoup à calmer cette question-là parce que quand la question vient, j'ai la réponse. Tu sais, tu vas manger du chocolat tantôt ou demain, ou tu l'as déjà mangé ce midi, tu vas. D'avoir la réponse soulage beaucoup le principe de la fatigue décisionnelle parce qu'une des choses que tu disais quand on parle de la fatigue décisionnelle puis qu'à la fin de la journée, on a tendance à manger, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'une des stratégies que tu utilises, c'est plus tu vas exercer d'autorégulation dans ta journée, moins tu vas arriver en fin de journée épuisé puis que tu vas taxer ton système décisionnel sans arrêt. Absolument. Et ça, c'est vraiment super important, c'est ce qu'on appelle les limites. Hein? C'est de se donner des balises à soi-même, des balises qu'on est prêt à respecter. Des fois, nos Exact. balises sont irréalistes, des fois, nos balises sont trop strictes, des fois, elles sont trop lousses. C'est vraiment encore là de s'auto-observer puis de se mettre des balises. Tu sais, toi, ta Oui. balise, c'est l'heure, le moment, puis la quantité. Donc, ça, c'est les trois balises que tu t'es fixées. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de réaliser. C'est rassurant, c'est encadrant. Les balises, ça enlève cette espèce de je dirais, d'obsession que notre cerveau, de rumination que notre cerveau Exact. va débuter sur quelque chose parce que quand il n'y a pas de balise, il essaye de s'en créer, mais il ne sait pas exactement pourquoi ou comment. Donc, l'autre Non. chose que moi j'utilise beaucoup aussi, c'est dans les balises alimentaires pour mes patients TDAH, pour tous mes patients, mais mes patients TDAH, c'est la notion du meal prep. Alors, Oui. à cause de l'impulsivité alimentaire, ce qui arrive, c'est que ça aussi, il y a quelque chose qui arrive avec les TDAH, c'est quand tu es dans un état d'hyperfocus. Genre, euh, Oui. tu fais un hyperfocus sur quelque chose, tu travailles, tu travailles, tu travailles, là, tu n'es même pas connecté à ton corps, tu sais pas que tu as faim. Et finalement, tu arrêtes de travailler, puis là, tu réalises que tu as faim, puis tu as tellement, tellement faim que tu pourrais manger un éléphant, littéralement. Et puis Oui. et là, si tu n'as pas déjà quelque chose de prêt, ton là, tu pourrais rentrer dans un état de binge où tu pourrais aller manger quelque chose qui n'était pas prévu. Tu peux aller manger la boîte de biscuits parce que tu as trop faim, puis ton repas est pas prêt, puis t'es comme, ben là, en attendant que ça cuise, il faut que je mange quelque chose. Donc, quand on planifie ses repas, quand on a une espèce de menu de la semaine, même très flexible, ben ça nous met des balises claires de qu'est-ce qu'on va manger, quand est-ce qu'on va les manger. Ça nous permet aussi de plus facilement planifier notre liste de courses, des choses comme ça. Tu sais, on a des difficultés au niveau exécutif. Donc,
Développer une routine de planification, ça aide énormément à se mettre des balises et la répétition. Garder les choses simples, tu sais, toujours manger une protéine, un légume, ça c'est vraiment pour prioriser. Puis après ça, si on veut un petit glucide, donc c'est vraiment juste faciliter la mécanique pour pas avoir à prendre des décisions supplémentaires. Mais c'est des excellentes stratégies. Moi, ce que j'ai développé beaucoup, ça a été d'avoir des aliments prêts à consommer. Donc, j'ai pratiquement toujours du hummus dans le frigo qui est prêt à consommer. J'ai tout. En fait, un des repas qui est mon sauveur, puis ça, c'est vraiment moi, c'est des moules ou des huîtres en conserve. Bon, si vous n'aimez pas le poisson, c'est sûr que c'est moins approprié, mais moi, j'ai tout le temps ça avec des craquelins qui contiennent des fibres. Là. J'aime ça je trouve que c'est meilleur pour la satiété. Puis des légumes, des crudités. Puis moi, ça, c'est vraiment mon repas quand j'ai pas envie de. Quand j'ai rien de prêt, puis que je suis dans un état, tu sais, que je veux que ça aille vraiment vite, avoir accès à la nourriture, pas manger rapidement, mais avoir accès. J'ai rien à faire. J'ouvre la boîte de conserve, Ouais, je prends des craquelins, puis, tu sais, je mange du hummus avec mes légumes. Ça, pour moi, de me trouver des aliments comme ça où j'ai pas à faire de préparation, surtout quand je mange seule, je trouve ça plus difficile de me préparer à manger, de me absolument. cuisiner quelque chose. Ben, d'avoir des solutions comme ça, nous, chez nous, je sais qu'on va dire que les viandes froides, c'est moins, ce serait mieux des viandes cuites, mais j'ai tout le temps de la dinde fumée à la maison. Mhm. Comme ça, je sais que j'ai accès à une protéine qui me demande pas Facilement. d'effort. Exactement. Parce que sinon, c'est sûr que je vais me tourner vers quelque chose qui, soit du grignotage pendant que je suis en train de manger, soit d'aller vers les croquettes de poulet. Je suis pas en train de dire que les croquettes de poulet, c'est pas correct, là, mais tu sais, de me tourner vers quelque chose qui est peut-être un petit peu moins, tu sais, Ben, moins qui va aligné avec tes objectifs de santé. Tu sais, moi, je dis exactement, toujours, exactement. il n'y a pas d'aliments parfaits puis d'aliments dégueulasses, là. Tout ce qu'il y a, c'est des Non, aliments qui sont plus proches ou moins proches de tes objectifs de santé. Fait que ça, c'est exact. comme ça que j'approche les choses. Puis si tu veux être en santé, mais le plus d'aliments que tu manges qui te rapprochent de ton objectif, mais le mieux c'est. Puis C'est ça, c'est c'est ça. sûr qu'on peut à l'occasion manger des aliments qui font pas partie de nos priorités, mais ça fait partie de la réalité d'une vie. On doit apprendre à être flexible et s'adapter. Puis pour moi, tu sais, la chose que je vois beaucoup avec mes patients TDAH, c'est par exemple le take-out. C'est, j'ai très faim, Oui. j'ai pas fait des courses, j'ai rien à la maison, j'étais très occupée et donc je vais commander. Et puis quand tu commandes, mais finalement, tes aliments, ils sont quand même très transformés. Et en deuxième, Mhm. c'est que ça nuit à tes finances. Donc, tu sais, c'est comme un double. Ça atteint ta santé puis atteint ta santé financière. Donc, l'idée, c'est Oui. de se trouver une petite routine pour créer un moment tu sais, de focaliser sur un plan alimentaire qui est en ligne avec ce que toi, tu veux atteindre. Ouais. Mais Écoute, c'est de Amélie, ça fait faciliter. longtemps qu'on parle, là? Oui, Ou ça fait oui, longtemps mais que moi, je je trouve ça parle? super intéressant. Mais non, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Mais écoute, tu nous as donné énormément de pistes, de stratégies. Je rappelle que c'est important si tu te reconnais dans les troubles alimentaires ou si tu vois que c'est peut-être un petit peu plus difficile pour toi de gérer la situation, je te recommande vraiment de contacter un professionnel qui se spécialise dans cette réalité-là. Personnellement, je trouve que d'avoir quelqu'un qui connaît le TDAH aide parce que malheureusement, tu sais, le TDAH vient quand même faire partie du problème en réalité, puis on peut pas faire comme s'il était pas là Absolument. dans la façon qu'on va gérer la situation. Mais merci énormément pour toutes les informations que tu nous as données. Puis, tu Pour sais, tout. pour avoir un accès rapide par rapport aux troubles alimentaires, il y a Oui, ANEB, qui est vraiment super le OK. fun. Peut-être que je t'enverrai le courriel avec le lien. C'est Oui, vraiment une oui, association pour les troubles alimentaires au Québec. Donc, les gens, des fois, quand ils sont pas sûrs, ils peuvent aller tu sais, se connecter. C'est une très belle ressource qui est particulière ici. Je sais que tu as des auditeurs d'un peu partout dans le oui. monde, mais c'est vraiment une belle Oui, ressource qui explique très bien tout ça. Euh, puis oui, consulter, je sais que l'accès aux soins n'est pas toujours facile, mais il faut commencer quelque part. effectivement. Puis écoute, je sais que tu viens de lancer un guide pour tes auditeurs. Ouais, Donc, explique-nous où est-ce qu'on peut te trouver si les gens ont dit wow, je veux en avoir plus de là. OK. Ben, écoute, tout comme toi, je suis une podcasteuse, si c'est ça le mot, ou une balado-diffuseuse. Je sais pas, c'est quoi Non, le t'es mot? pas une balado-diffuseuse, t'es une podcasteuse.
Fait que j'ai un podcast qui s'appelle Poids, science et pleine conscience. Donc, c'est un podcast qui parle de science, mais encore là de manière vulgarisée, qui parle beaucoup de pleine conscience. Puis il y a des méditations. Je les appelle les méditations spéciales TDAH. Tous mes patients disent, moi, je peux pas méditer 30 minutes. Fait que j'ai des méditations courtes de 5 minutes sur un peu pas mal de sujets. Donc, ben, pour dormir, gérer son stress, etc. Et suite à la création du podcast, je l'ai lancé tout dernièrement, je te dirais cette fin de semaine, un petit livret de 130 pages environ qui va étape par étape sur tout ce qu'on a besoin si on est en surpoids, comprendre les causes de notre surpoids, puis ensuite développer des objectifs réalistes, puis comprendre tous les enjeux, puis essayer de corriger les enjeux un à un. Encore là, dans la bienveillance, sans jugement. Il y a d'ailleurs quelques fiches qui parlent de neurodiversité Hmm. et de stratégies ciblées pour la neurodiversité. Fait que c'est quelque chose qu'on peut trouver en ligne. J'ai un magasin qui s'appelle Stan Store, puis le guide s'appelle Optimize. Je pense que si on Google, on le trouve. Mais sinon, il y a aussi le lien sur mon podcast Oui. pour le guide. Fait que merci Amélie, hein, merci beaucoup de m'avoir accueillie. Je suis contente de pouvoir partager cette info avec ta communauté. Ben écoute, c'est moi qui te remercie. Moi, vous allez trouver tout ce que Alain vient de dire dans mes commentaires ainsi que sur mon site web. Je vais avoir un billet de blog pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis dans les commentaires sur Spotify, sur YouTube, vous allez trouver les liens pour le guide de Alain et son podcast. Si jamais vous avez envie d'aller écouter ce qu'elle fait, moi je t'écoute. Je fais partie de tes auditrices. Donc, Merci Amélie, merci. Moi aussi, je t'écoute. Hein, on s'écoute mutuellement, c'est le fun. exactement. Donc, Ouais, ben, je te remercie encore énormément. Puis, ben, en fait, pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, ben, on se revoit la semaine prochaine. merci. Bye bye.